traverser l'Atlantique, nous sommes à présent au large des côtes américaines, en face de la Floride. Et je vous propose un petit plongeon. Oh oui! Elle est super chaude! Oui, l'eau de l'océan est très chaude par ici. Elle peut atteindre les 28 degrés. Ah, je sens un courant. Je bouge sans même nager. C'est parce que nous nous trouvons à l'endroit où le Gulf Stream est le plus fort. Le Gulf Stream, c'est le nom de l'un des plus importants courants marins de la planète. Il existe beaucoup de courants de ce type dans tous les océans du globe, mais le Gulf Stream est le plus étonnant, car il déplace 55 millions de mètres cubes d'eau par seconde. Il naît à quelques centaines de kilomètres d'ici, dans le golfe du Mexique, puis il monte vers le nord en passant entre les îles des Bahamas et la côte américaine. Ensuite, il se partage en plusieurs branches. L'une d'entre elles traverse l'Atlantique jusqu'en Europe du Nord, où son eau se refroidit progressivement auprès de l'Islande et de la Norvège. C'est une sorte de fleuve au cœur de l'océan. Il fait 30 à 150 km de large et il peut par endroits atteindre 1200 mètres de profondeur. Ce sont les conquistadors qui l'ont découvert, en même temps que la Floride. Ces navigateurs ont constaté que leurs bateaux étaient plus rapidement transportés grâce à la puissance de son courant. Mais pourquoi est-il important, le Gulf Stream ? Il est important pour les animaux qui profitent des courants marins pour leur migration. C'est le cas des anguilles par exemple. Elles naissent dans la mer des Sargasses, pas très loin d'ici, un peu plus au large. Les bébés anguilles, qu'on appelle civelles, lorsqu'ils sont encore de petites larves, profitent du Gulf Stream pour remonter vers la côte américaine, ou celle de l'Europe. Les jeunes anguilles mettent parfois plus d'1 an pour faire le trajet. Ensuite, elles remontent les fleuves. C'est ainsi qu'on peut retrouver des anguilles dans de nombreuses rivières. Après une douzaine d'années, elles quittent nos rivières et reviennent en mer des Sargasses pour se reproduire. Mais ce n'est pas tout. On s'est rendu compte de l'importance des courants marins quand on a compris qu'ils influençaient le climat de la planète. On dit souvent que c'est grâce au Gulf Stream que les villes de Bordeaux et de Montréal, qui profitent à peu près du même ensoleillement, ont des températures hivernales si différentes. Montréal et Bordeaux sont en réalité à la même latitude. Et pourtant, il fait beaucoup plus froid en hiver à Montréal qu'à Bordeaux. La différence moyenne de température est d'environ 20 degrés. Le Gulf Stream modifie considérablement les températures des régions qu'il traverse. Si en Belgique et en France nous bénéficions d'un climat que l'on appelle tempéré, c'est grâce à lui et au vent chaud des tropiques. Il est incroyable de savoir que tout ça est lié. Et si nous remontions sur le bateau ? Oh oui, toute cette eau m'a donné soif. Dernièrement, les scientifiques se sont inquiétés du ralentissement du Gulf Stream. Les instruments de mesure ont prouvé qu'il n'avait pas été aussi lent depuis 1600 ans. Et que se passerait-il s'il s'arrêtait ? Il y a un risque pour que le climat de l'Europe ne soit plus aussi régulier. Les hivers pourraient devenir plus froids en France, par exemple. Qu'est-ce qui fait que les courants avancent, Hubert ? Il existe 2 phénomènes importants. Le premier, c'est le vent. Il pousse l'eau en surface. Et ses effets sont perceptibles jusqu'à 800 mètres de profondeur. Le second phénomène, à l'origine des courants marins, dépend du poids de l'eau. Le poids de l'eau ? Il y a des gouttes d'eau plus lourdes que d'autres ? Oui, plus l'eau est salée, plus elle devient dense et donc plus lourde. Mais il n'y a pas que le sel, il y a aussi la chaleur. Plus une eau se refroidit, plus sa densité devient importante. Ah mais oui, et lorsque l'eau atteint 0 degré, elle devient de la glace. Exactement, mais l'eau est étonnante, car c'est à 4 degrés et non à 0 degré qu'elle est la plus lourde. C'est pour cela que les glaçons de ton orangeade flottent. Et donc, si l'on résume, avec la combinaison des températures et du taux de sel dans l'eau, des mouvements se forment et c'est cela qui crée les courants. Exactement. C'est ce qu'on appelle la circulation océanique générale. Il est important de comprendre comment elle fonctionne, car, je vous le répète, notre climat en dépend. Vous savez maintenant
Je vous l'ai expliqué avec le Gulf Stream, que les eaux froides et salées, plus denses et plus lourdes que les eaux chaudes, s'enfoncent dans les grandes profondeurs. Oui, c'est ce qui génère les courants. Et tous les océans sont parcourus de courants qui eux-mêmes sont composés de myriades de tourbillons. Le phénomène forme autour de la planète une sorte d'énorme tapis roulant aquatique. Il faut que je vous parle encore d'autres courants, car il en existe deux sortes. Il y a les courants superficiels comme le Gulf Stream et les courants des grandes profondeurs. Ceux-ci sont froids et leur débit correspond à 10 fois celui de tous les fleuves du monde. Les courants des grands fonds se forment dans un endroit d'une importance cruciale, la mer de Norvège, au nord de l'Atlantique. C'est une région glacée où les eaux du Gulf Stream vont se refroidir. Cet endroit est unique au monde car il est très ensoleillé et il y fait en même temps très froid. Mais toutefois, pas assez pour que les basses températures empêchent l'évaporation. Les eaux de la mer de Norvège y sont dès lors toujours très froides et fortement salées. Le cocktail est donc parfait pour que les eaux gagnent en densité et s'enfoncent pour créer une source unique d'un courant profond. Ce courant tourbillonne et descend vers le sud et fait ensuite le tour du monde. Parfois, une part de ces eaux se réchauffe par des échanges avec les eaux superficielles, et parfois, elles deviennent encore plus salées et plus froides et plongent jusqu'à 4000 mètres, comme lorsqu'elles contournent le continent antarctique. Ce courant profond pourrait-il lui aussi ralentir, comme risque de le faire le Gulf Stream? Oui, c'est même admis aujourd'hui. L'eau rejetée dans l'océan par la fonte des glaces polaires est une eau douce, et si le réchauffement climatique provoque une fonte massive des glaces, l'eau des régions polaires sera de moins en moins salée. Toute la circulation océanique pourrait en être bouleversée. Mais regardez là-bas, qu'est-ce que c'est? On dirait une grande étendue d'algues. Ce sont en effet des algues flottantes. Ce sont des sargasses, d'où le nom de mer des Sargasses. Ça veut dire qu'il y a toujours eu des algues à cet endroit? Oui, Christophe Colomb les avait déjà vues la première fois qu'il est passé par ici, juste avant de découvrir l'Amérique. Les algues sont là car elles sont prises dans un gyre. Dans un gyre? Qu'est-ce que c'est? Les gyres sont d'énormes tourbillons d'eau océanique créés par la rotation de la Terre et les courants marins. Les sargasses sont amenées des côtes jusqu'ici et se retrouvent piégées dans le gyre, car les gyres tournent sur eux-mêmes. Il existe 5 grands gyres sur la planète. Le plus grand se situe dans le Pacifique. Le problème, c'est qu'il ne charrie pas que des algues. Tout ce qui flotte sur l'océan tombera un jour ou l'autre dans un gyre pour y être piégé. C'est ainsi que l'on a découvert récemment des énormes amas de déchets plastiques dans le grand gyre du Pacifique. Les déchets s'y étendent sur une superficie 6 fois plus grande que la France. Mais c'est énorme! On estime que près de 10% de la production mondiale de plastique se retrouve dans les océans, et en particulier dans les gyres. Comme ils restent captifs indéfiniment, ils s'y désintègrent, mais très lentement. Les effets de ces plastiques sur la faune sont catastrophiques. Beaucoup d'animaux, des tortues, des albatros, des belugas, des dauphins, les prennent pour des méduses et les avalent et s'étouffent. Ces plastiques, en se désintégrant, deviennent également des microbilles de plastique qui sont ingérées par les poissons et qui les étouffent au fur et à mesure. Ce qui me rend optimiste, c'est la prise de conscience mondiale en faveur de la préservation des océans. Ça sert vraiment à quelque chose, toutes ces annonces-là que l'on entend parfois? Bien sûr, on pense trop souvent qu'il est trop tard pour préserver notre planète, mais les possibilités de changer existent toujours. Voici quelques bonnes nouvelles pour la planète. Grâce à l'interdiction de la chasse à la baleine de 1986, on a enfin vu 9 des 14 populations de baleines à bosse sortir de la liste des animaux menacés d'extinction. En Europe, la pêche en eau profonde est interdite. Pêcher au-delà de 800 mètres de profondeur est désormais condamnable. C'est une bonne nouvelle pour les animaux vivant dans les profondeurs, mais aussi pour toutes les autres victimes qui se voyaient prises dans les filets lorsque ceux-ci remontaient à la surface.
Et en 2016, s'est conclu un accord historique pour que la mer de Ross, dans l'océan austral, soit totalement préservée de toute activité humaine. On a décidé de préserver cette mer pour toujours, et ce n'est pas rien, car cette zone est grande comme 3 fois la France. Génial, trop bien! Eh oui, vous avez compris la leçon. L'avenir de la Terre dépend de la mer. Voilà pourquoi il est très important de préserver les océans.